Rien, mon poussin. La petite voix tremble, suppliant qu'on la laisse tranquille. Mais ce n'est pas de la peur qu'on entend dans cette cour d'école. C'est l'humiliation. Luke, un adolescent effacé, subit chaque jour les moqueries et les coups d'une bande de voyous. Il se croit invincible, persuadé que personne ne viendra jamais défendre leurs victimes. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'à distance, quelqu'un observe. Un homme silencieux, méthodique et prêt à tout. Cet homme, c'est David, un ancien soldat des forces spéciales fraîchement retiré du service. Il suit Luke du regard, la mâchoire serrée, prêt à intervenir. David lui pose une simple question. « Montre-moi celui qui t'a frappé hier. » Luke hésite. « Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Le soldat ne répond pas. Il n'en a pas besoin. C'est eux là-bas. Toute l'équipe? Non, mais il y en a qui m'en font baver. Dès que Luke désigne les responsables, David prend une décision. Il va leur rendre une petite visite. Une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Il entraîne Luke jusqu'à un bar perdu en périphérie, où la bande aime se retrouver après les cours. Tu veux venir? Non. Calmement, David se dirige vers le comptoir et commande un cocktail incendiaire bourré de piment. Puis, avec un calme déconcertant, il demande des boissons supplémentaires pour les petites amies des voyous et un Cosmopolitan pour chacun des garçons. Une provocation évidente, un affront impossible à ignorer. Good job vodka pour les jeunes filles et Cosmopolitan pour chacun des garçons. Il a une tête d'hippopotame. On dirait que ça leur plaît pas. Exact. L'un des brutes furieux surgit et tente d'imposer son territoire. Merci pour le verre. Je vous laisse le boire. Il attrape le cocktail, prétend ne pas en vouloir, et le lance au visage de David, convaincu que cela suffira à mettre fin au jeu. Mais David ne recule pas, il sourit. Un sourire qui annonce la tempête. D'un geste rapide, il lui renvoie la même gifle brûlante. Et tout dérape. Pour ceux qui ont osé toucher à Luke, David ne montre aucune pitié. Chacun reçoit sa part de violence, nette, contrôlée, implacable. Luke, tiens. Pour les petits dégâts. Quand le calme revient, il dépose des billets pour rembourser les dégâts, puis quitte les lieux avec Luke, comme si rien ne s'était passé. Mais Luke ignore une vérité essentielle. David n'est pas son frère. Il n'a aucun lien de sang avec lui. Il est seulement l'ancien camarade de combat de Caleb, le véritable frère de Luke, celui qui, 2 semaines plus tôt, a perdu la vie au front. Depuis la disparition de Caleb, la famille Peterson tente de survivre au chagrin. Spencer, le père, Laura, la mère et leurs 2 enfants, Luke et Anna, vivent dans une maison où l'absence du fils aîné résonne encore plus fort chaque jour. Un matin, après le départ de Spencer et de Luke, Laura s'effondre sous le poids de sa peine. C'est alors qu'on frappe à la porte. Un homme se tient devant elle, poli, parfaitement maîtrisé, comme s'il avait soigneusement répété chaque mouvement. Il l'appelle par son nom. Il sait qui elle est. Il dit avoir connu Caleb, avoir servi avec lui, avoir été son ami le plus proche. Je connaissais votre fils, Caleb. On s'est entraînés ensemble, on a servi ensemble, et on est devenus de bons potes tous les 2. Il se présente, David Collins, ancien sergent de l'armée américaine. Laura, déstabilisée, finit par l'inviter à entrer. Elle lui offre un verre, même si une part d'elle reste sur ses gardes. David raconte qu'il a passé plusieurs mois dans un hôpital militaire, soigné pour une blessure, et que, tout juste libéré, il a décidé de venir honorer la dernière volonté de Caleb. Il baisse légèrement la voix, comme si chaque mot ravivait une mémoire douloureuse. J'étais là quand il est mort. Il m'a demandé de m'assurer que tout allait bien pour vous tous. Il voulait que je vous dise qu'il vous aimait. Submergée par la douleur, Laura s'excuse et s'enferme dans la salle de bain. Là, seule face à son chagrin, elle craque. Ses sanglots résonnent entre les murs, impossible à retenir. Quand elle revient au salon, les yeux encore rouges, David l'attend. Une photo entre les mains. Un cliché de la mission où Caleb avait été envoyé. À cet instant, tous les doutes qu'elle nourrissait encore s'effondrent. Cette image, cette présence, ce regard, tout semble authentique. Elle ne peut plus remettre son histoire en question. En voyant sa peine ravivée, David adopte aussitôt une attitude pleine de retenue. Il s'excuse, prétend qu'il n'aurait jamais dû débarquer ainsi sans prévenir et qu'il ne veut surtout pas déranger davantage. Il fait mine de se lever, prêt à partir. Mais Laura l'arrête. Elle insiste. Anna voudrait sûrement le rencontrer, dit-elle. Et devant la douceur et le respect avec lesquels David s'adresse à elle, sa confiance grandit, presque malgré elle. Anna, en revanche, reste sur la réserve,
observant cet invité inattendu, sans jamais baisser sa garde. Lorsque David mentionne qu'il comptait loger dans un petit motel, Laura tranche immédiatement. Non, vous resterez avec nous tant que vous serez dans le coin. non. Vous pouvez prendre la chambre de Caleb, nous assistons. Après le départ d'Anna pour son travail, Laura conduit David jusqu'à la pièce et l'assure que cela ne lui pose aucun problème. Puis elle le laisse s'installer. Dès qu'elle disparaît dans le couloir, son visage à lui se fige dans une expression indéchiffrable, presque inquiétante. Pendant ce temps, à l'école, Luke subit encore les humiliations de ses harceleurs. Incapable de se défendre, il se contente de courber le dos et d'attendre que ça cesse. Lorsque Laura vient le chercher, il dissimule sa douleur derrière une façade neutre. Alors, cette journée? Que du bonheur. Peu à peu, David trouve sa place au cœur du quotidien des Peterson. À la maison, il discute avec Luke, alors que Spencer, le père, élève la voix dans une autre pièce. Il reproche à Laura d'avoir ouvert leur porte à un inconnu. Certains soldats reviennent avec des problèmes de santé mentale, Laura. Et si ce jeune homme a des troubles de stress post, je ne sais pas quoi. Pendant leur conversation, David remarque les bleus sur le visage de Luke. Le garçon tente de minimiser, prétexte une balle de football reçue en cours de sport. C'est ça, je me suis fait mal au foot. Spencer, toujours furieux, finit par quitter la pièce. Laura pousse Luke à faire ses devoirs, et David, lui, s'installe à côté du garçon. Il l'aide, le conseille, le félicite. Valorisé comme rarement, Luke se redresse presque, comme si une main invisible relevait ses épaules. « Tu es plutôt malin, non ?» Luke baisse les yeux, gêné, mais flatté. Plus tard, Anna rentre du travail. Elle croise David sans un mot chaleureux, toujours glacial, toujours méfiant. Spencer, lui, semble peu à peu revoir son jugement. Le soir venu, ils partagent une discussion profonde avec David, quelques bières à la main, devant un match de football. Leur tension initiale disparaît, remplacée par quelque chose d'étrange, un début de complicité. Au fil de la soirée, Spencer finit par se confier sans même s'en rendre compte. Sous l'effet de l'alcool et de la présence rassurante de David, il laisse échapper ce qu'il garde d'habitude pour lui. La pression, les frustrations, l'impression d'être enfermé dans une vie qui lui glisse entre les doigts. Il raconte qu'après 4 années à se tuer au travail, il a été mis sur la touche au profit d'un collègue tout juste arrivé, jeune, inexpérimenté, mais fraîchement diplômé. Un simple bout de papier lui a valu une promotion que Spencer attendait depuis des années. Il s'appelle Alan. Il n'est resté là que, environ 4 ans. Mais il était diplômé. Et puis, paf, d'un seul coup, il est nommé responsable régional. Et pas moi. Cette injustice le ronge, et les inquiétudes financières que Laura lui répète chaque soir n'arrangent rien. Lorsque David mentionne son intention de partir pour la Floride, espérant trouver du travail sur un chantier, Spencer refuse aussitôt. Il l'interrompt sèchement, presque paniqué. Il ne peut pas partir maintenant. Il ne sait même pas où aller. Il doit rester encore quelques jours. Juste quelques jours de plus. On comprend alors que Spencer s'est attaché à lui, qu'il voit en David un appui, peut-être même une présence apaisante dans cette maison troublée. Mais au moment où Spencer s'éloigne pour aller chercher une autre bière, l'expression de David change brusquement. Son visage se durcit. Une ombre traverse son regard, trop rapide pour être déchiffrée. Très vite, David devient un pilier dans la vie des Peterson. Il récupère Luke à l'école, règle d'un geste ferme le problème des harceleurs et gagne la confiance totale du garçon. Pour Luke, il est presque devenu un frère de substitution, une force protectrice qu'il n'a jamais connue. Avec Anna, les choses sont différentes. Leur relation est tendue, distante, pleine d'une méfiance silencieuse. Ce soir-là, Laura insiste pour qu'elle emmène David à une fête d'Halloween organisée par Kristen. Anna refuse, puis cède. En se préparant, elle frappe à la porte de la salle de bain, persuadée que Luke s'y trouve. Quand la porte s'ouvre, elle se retrouve face à un David presque nu, sculpté comme une statue militaire. Surprise, elle rougit, bafouille, incapable de masquer son trouble. Malgré sa réticence, elle l'emmène avec elle. Dès leur arrivée, ses amis sont charmés par le mystérieux soldat au regard calme. Anna, elle, profite d'un moment pour retrouver son petit ami Zek, mais lui annonce qu'il vaut mieux garder leur relation discrète. David promet de ne rien dire. Pigé? Je ne dirai rien de rien. Pendant que Anna s'éclipse, Kristen est prise à partie par Drew, son ex-petit ami violent. L'homme la bouscule, l'agresse verbalement, se montre de plus en plus menaçant. David intervient immédiatement. Il le maîtrise sans effort, le frappe avec précision, sans hésitation, avant de le faire sortir de la maison. Allez, évacuez-le d'ici. Kristen, impressionnée et vulnérable, finit par tomber dans les bras de cet inconnu au charme inquiétant, ignorant tout de ce qu'il cache réellement. Au milieu de la fête, David s'approche de Craig, un ami d'Anna, et lui demande s'il connaît un moyen d'acheter des armes. Quand Craig demande pourquoi, il répond simplement « Je suis soldat, mon vieux, j'aime les armes. »
Plus loin, David remarque qu'Anna et Zeke se disputent. Elle finit par claquer la porte et prétend vouloir rentrer. David l'accompagne et prend le volant. Sur la route, la rancœur d'Anna éclate. Elle reproche à Zeke son manque d'ambition, son absence d'effort, alors qu'elle, de son côté, économise chaque dollar pour partir à l'université. Zeke n'avance pas, il n'a même pas de travail, et elle ne sait plus quoi faire. Sur le chemin du retour, David glisse un compliment qui fait vaciller Anna. Il lui dit que s'il avait eu une fille comme elle dans sa vie, jamais il n'aurait traversé le monde pour se faire tirer dessus au Moyen-Orient. Ces mots la touchent plus qu'elle ne veut l'admettre. En entendant une chanson qui lui plaît à la radio, elle propose même de lui préparer un CD personnalisé. Un geste simple, mais intime, presque inattendu. De retour à la maison, Anna s'enferme dans sa chambre, absorbée par la musique, choisissant chaque titre avec soin pour tenir sa promesse. Elle ignore que dans la pièce voisine, David reste assis immobile, parfaitement silencieux, son visage fermé, presque inquiétant, comme si quelque chose de menaçant tournait en boucle dans sa tête. Quelques heures plus tard, alors qu'elle traverse le couloir, Anna surprend une conversation dans la chambre de Luke. David parle au téléphone, la voix basse mais tendue, presque agressive. Il exige un nouveau visage, comme s'il s'adressait à un chirurgien clandestin. Il mentionne des doigts, demande que ce soit fait au plus vite. Puis, il avoue être hors du réseau, traqué par des gens déterminés à le retrouver. Les mots résonnent en elle comme un avertissement. Quelqu'un le cherche, et ce quelqu'un ne semble pas vouloir discuter. Troublée, Anna décide de contacter une base militaire pour vérifier son identité. Elle donne son nom. Il s'appelle David Anderson Collins. Je peux vous donner le nom de son unité si ça peut vous aider. Mais ce simple appel déclenche une réaction en chaîne qu'elle ne soupçonne pas. Loin de là, au sein d'une société militaire privée appelée KPG, un signal d'alerte retentit. Les dossiers internes révèlent que David était un sujet d'expérimentation, officiellement déclaré mort depuis longtemps. Major Richard Carver, le responsable du programme, comprend immédiatement le danger. Si David a survécu, et s'il se trouve chez les Peterson, alors il faut intervenir avant qu'il ne laisse un autre carnage derrière lui. Carver ordonne un déploiement immédiat. Il exige un avion. Mettez-moi sur le premier vol. Si KPG apprend la moindre chose là-dessus, vous et moi serons pendus haut et court. Et réclame une équipe armée expérimentée. Pendant ce temps, David rejoint Craig et un complice pour finaliser un achat d'armes. Une fois l'argent confirmé, le partenaire de Craig lui présente les pièces. Une Beretta standard, des armes simples mais efficaces. Il n'a absolument aucune pression. T'es dans l'armée? Oui, monsieur. Ok, c'est parfait. Puis annonce calmement qu'il prendra absolument tout. Les deux hommes, ravis, se frottent les mains. Ils pensent faire une bonne affaire. Ils se trompent. David lève l'arme, tire sans hésiter et abat les deux hommes en une fraction de seconde. Non, non. Aucun tremblement, aucune émotion. Il récupère les armes, les grenades, l'argent, puis disparaît comme si de rien n'était. Au même moment, Anna reçoit des nouvelles de la base militaire. Ce qu'elle apprend confirme ses craintes. Elle se précipite pour en parler à sa mère, mais Spencer rentre plus tôt que prévu et l'interrompt. Il semble bouleversé. On découvre alors que son patron et la femme avec qui il le trompait viennent de mourir dans des circonstances étranges. Et dans l'ombre, tout semble pointer vers le même homme. Selon ce que Spencer raconte, son patron et sa maîtresse auraient absorbé une quantité impressionnante de médicaments. Tout laisse croire à un suicide collectif, un pacte tragique et sordide. Ironiquement, cette catastrophe offre à Spencer ce qu'il attendait depuis des années, une promotion immédiate et une augmentation conséquente. Une chance inespérée, surgit d'un drame que personne ne cherche vraiment à comprendre. Peu après, Anna reçoit un appel de Zeke. Sa voix tremble. Il lui annonce que Craig a été retrouvé mort, assassiné. Choquée, incapable de rester seule, elle se rend au restaurant où travaille Kristen, espérant y trouver un peu de réconfort. Pendant ce temps, chez les Peterson, David et Luke s'installent sur le porche pour tailler des citrouilles en prévision de Halloween. En testant le couteau de cuisine, David le trouve trop émoussé. Alors, d'un geste tranquille, il sort son couteau suisse. La lame fend la citrouille en un seul mouvement net et précis. Luke, intrigué, lui demande s'il porte toujours ce genre d'outil sur lui. David sourit, toujours. Au restaurant, Anna révèle à Kristen ce qu'elle a appris après son appel à la base militaire. Selon leur dossier, David Collins est mort depuis une semaine. David Collins est mort il y a une semaine. Officiellement, il aurait péri dans un incendie dans un hôpital militaire en Arizona. Ces éléments s'additionnent dans l'esprit d'Anna et forment une ombre de plus en plus inquiétante. Kristen lui conseille alors de demander à Luke de fouiller les numéros présents sur le téléphone de David.
au cas où quelque chose s'y cacherait. Quand les citrouilles sont terminées, David et Luke rentrent dans la maison. Le soldat, d'un ton beaucoup trop calme, encourage Luke à se défendre contre les harceleurs, en apportant un couteau à l'école. Et si les autres le confisquent et s'en servent contre lui? Alors, dit David, il n'aura qu'à incendier leur maison la nuit, avec leur famille à l'intérieur. Ce n'est qu'une suggestion, lance-t-il, l'air de rien. Puis il offre à Luke un couteau suisse flambant neuf, comme un cadeau d'initié. À ce moment-là, Anna rentre, feignant l'insouciance. Elle discute avec eux comme si tout était normal. Tandis qu'ils parlent, elle se déplace lentement et, d'un geste furtif, récupère le téléphone de David avant de monter rapidement dans sa chambre. Elle allume la musique à plein volume, ouvre le journal d'appel et photographie discrètement chaque numéro. Soudain, le téléphone se met à sonner dans ses mains. Un frisson d'effroi lui traverse la colonne vertébrale. Paniquée, elle se précipite dans la chambre de David, jette le téléphone sur le lit sans prendre le temps de réfléchir, puis file vers sa propre chambre. À peine quelques secondes plus tard, David apparaît dans le couloir. Son visage a changé, plus sombre, plus fermé que jamais. Guidé par le bref signal sonore, il marche droit vers sa chambre. Il récupère son téléphone. Et quelque chose dans son regard s'assombrit encore. Une suspicion profonde vient de naître en lui. Dans le couloir, David reste quelques instants immobile devant la porte d'Anna. Il tente d'écouter, de deviner le moindre indice de trahison. Mais tout ce qu'il perçoit, c'est la musique assourdissante qui couvre chaque son. De l'autre côté, Anna retient son souffle. Elle n'ose pas bouger, pas même respirer. Ce n'est qu'en entendant finalement ses pas s'éloigner qu'elle laisse son corps se détendre, tremblante de soulagement. Un peu plus tard, son téléphone vibre. C'est Zeke. Sa voix est brisée. Il lui annonce qu'il a été arrêté, accusé du meurtre de Craig et de son partenaire. L'arme du crime a été retrouvée dans sa camionnette et les policiers ont mis la main sur d'autres éléments compromettants en fouillant sa chambre. T'es innocent. Fouiller ma chambre, ils ont trouvé d'autres trucs dedans. Anna proteste. Zeke est innocent. Elle le sait. Mais lui, désespéré, murmure que tout l'accuse. Le monde d'Anna s'effondre. Tout ce chaos, toutes ces morts. Et au centre, toujours le même homme, David. Elle finit par tout raconter à sa famille. Mon copain Greg a été tué aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a tiré dessus, je sais pas trop. Ils ont arrêté Zeke. Sa mère partage son inquiétude. Mais Spencer, lui, rejette d'un revers de main tout ce qu'elle avance. Pour lui, si Zeke est en prison, c'est simplement parce qu'il est coupable. Voilà tout. Il n'a jamais porté ce garçon dans son cœur. C'est d'ailleurs pour cela qu'Anna a gardé leur relation secrète si longtemps. La dispute s'envenime. À bout, Anna lâche la vérité. Si on parlait de lui. J'ai appelé la base militaire où il a dit qu'il était et ils m'ont dit qu'il était mort. Spencer explose. Mais David, lui, reste d'un calme presque glacé. Il explique que les unités spéciales fonctionnent différemment, que l'armée protège ses hommes en inventant parfois des histoires officielles destinées aux civils. Puis, comme pour conclure son discours, il sort ses plaques militaires, la preuve ultime, ou du moins ce qu'il veut faire croire. Convaincu, Spencer se retourne contre sa fille, outré par ce qu'il considère comme une attaque injuste. Il exige qu'elle s'excuse immédiatement. Anna résiste, puis finit par craquer sous la colère. Va te faire Et se réfugie dans sa chambre, tremblante, blessée, rongée par la peur et l'incompréhension. Dans le salon, David continue de jouer le rôle du soldat humble et mal compris, apaisant Laura, rassurant Spencer, alimentant leur confiance. Pendant ce temps, dans sa chambre, Anna tente de retrouver son calme, mais son esprit tourbillonne. C'est alors que la porte s'ouvre brusquement. David est là, elle se fige. Ses yeux s'écarquillent, tout son corps se crispe. Mais David avance doucement, presque délicat, comme s'il voulait effacer la peur qu'il provoque. Il lui dit qu'il est profondément désolé pour la mort de Craig. Et derrière cette douceur apparente, Anna sent quelque chose de dangereux, de glacé, tapis juste sous la surface. David assure à Anna qu'il quittera la maison dans quelques jours. Mais derrière cette promesse, il glisse un avertissement à peine voilé. Elle doit arrêter de se mêler de ce qui ne la regarde pas. C'est ok? Son regard s'accroche au sien, lourd, insistant, presque suffocant. Anna finit par céder. Elle acquiesce, d'une voix à peine audible. D'accord. Parfait. Alors qu'il s'apprête à sortir de la chambre, quelque chose attire l'œil de David. Le CD qu'Anna a préparé pour lui. Et soudain, comme si la tension des dernières minutes n'avait jamais existé, il se pare d'un sourire jovial. Il la remercie chaleureusement, prétend avoir hâte de l'écouter. Son masque glisse avec une facilité terrifiante. Au même instant, Richard Carver, en route pour l'aéroport, assemble une équipe d'intervention. Il exige chaque mercenaire disponible dans un rayon de 100 000 et veut que l'unité soit opérationnelle au moment où son avion se posera. La chasse à l'homme commence. De son côté, Anna continue ses recherches. Grâce à un annuaire inversé, elle découvre que David téléphonait régulièrement à un chirurgien esthétique de Miami
Le numéro d'un médecin à Miami qui s'appelle Peter Poddington. Un médecin radié de l'ordre depuis 2 ans. Ce détail ne fait qu'amplifier ses craintes. Elle demande alors à Luke de l'aider à rassembler davantage d'informations. Et alors, pourquoi t'as besoin de moi? Pour récolter des renseignements sur ce mec. Tu crois que David a tué Craig et l'autre mec? Ouais, je le crois. Le garçon hésite. Il ne veut pas croire que David, celui qui l'a protégé, pourrait être un meurtrier. Mais malgré ses doutes, il accepte de l'aider. Le lendemain, les harceleurs reviennent à la charge à l'école. Sauf que cette fois, Luke n'encaisse pas. Les 2 garçons finissent immédiatement dans le bureau du principal. Laura et David arrivent peu après. David, lui, esquisse un sourire discret en apprenant ce qui s'est passé. Luke a suivi son conseil. Il s'est défendu. Mais la direction de l'école suit une politique stricte. Violence égale renvoi. En accord avec notre politique de tolérance zéro sur la violence, j'ai peur de ne pas avoir d'autre choix que de renvoyer votre fils. David alors pivote. Il joue sur les mots, cite les règles, détourne la loi à son avantage. Il pointe du doigt l'absurdité de punir un élève qui n'a fait que se défendre contre une agression répétée. À force de pression, il pousse le principal dans ses retranchements jusqu'à ce que celui-ci capitule. Je peux proposer des retenues après les cours. Ça me paraît correct. 1 mois de retenue après les cours. C'est tout? Oui. Luke n'est plus expulsé. Il écopera simplement d'1 mois de retenue. Reconnaissant, Luke pense que David mérite la vérité. Il lui révèle alors ce qu'Anna a découvert. Elle croit qu'il a tué Craig, et elle tente d'en informer la police pour blanchir Zeke. Anna t'a dit tout ça? Oui. Tu crois que j'ai tué Craig? Je m'en fous, moi. Au début, David reste impassible, comme si cela n'avait aucune importance. Mais quand Luke mentionne qu'il sait que David n'est pas vraiment Collins, que son identité lui vient sans doute de ce fameux chirurgien... Je sais que vous n'êtes pas le vrai David Collins. Je l'ai vérifié après qu'Anna me l'ait dit. Mais c'est pour ça qu'elle m'a fait faire des recherches sur ce plasticien en Floride. Elle voulait savoir s'il y avait un lien. Le visage du soldat se transforme. Son regard se durcit d'un coup, froid, sinistre. Luke comprend alors qu'il vient de marcher sur un fil très dangereux. Pour tenter de se protéger, il promet de ne plus chercher quoi que ce soit. Il dit qu'il ne dira rien et que personne ne croira Anna de toute façon, puisqu'elle n'a aucune preuve concrète. David apprend aussi qu'Anna a parlé de lui à Kristen. Et cette information semble le faire réfléchir d'une manière qui n'annonce rien de bon. Alors que David aide Laura à plier le linge, elle laisse tomber toute façade. Elle le remercie, profondément, sincèrement. Elle lui dit qu'elle n'aurait jamais su comment tenir debout sans lui, qu'il a apporté une force nouvelle dans leur foyer. David, lui, esquisse un sourire gêné, presque crispé, puis s'éclipse sous prétexte d'aller chercher le reste du panier. La vérité, pourtant, n'attend plus. Excusez-moi, madame. Vous êtes Anna Peterson. Auriez-vous vu quelqu'un ressemblant à cet homme? Tout explose lorsque Richard Carver et son équipe surgissent dans la maison des Peterson. Il n'a même pas le temps d'expliquer la situation à Laura que David réapparaît dans l'embrasure de la porte, le linge encore dans les mains. Le regard de Richard croise le sien et le monde bascule. Les tirs fusent, violents, assourdissants. Arrêtez, couchez-vous! Les murs volent en éclats. La maison devient un champ de bataille. Blessé à la jambe, David tente de fuir. Mais Laura se retrouve sur son chemin, dans la cuisine. Elle veut comprendre. Elle veut savoir qui il est réellement. Ce serait trop long à vous expliquer. Pourquoi ces hommes veulent-ils vous tuer? Est-ce qu'au moins vous avez connu mon fils? On faisait partie du même programme. Il est ici! Je suis désolé. Laura s'effondre, laissant derrière elle un silence déchirant. Lorsque les tirs cessent, Richard réalise avec horreur que David a massacré toute son équipe. Lui seul respire encore. David s'éloigne, trempé de sang, et tombe sur Spencer sur la route. Vraiment désolé pour vous, monsieur. Il s'excuse d'un ton presque compatissant avant de l'abattre à son tour. Spencer s'écroule dans un dernier souffle. Gravement blessé mais déterminé à effacer toutes les traces, David continue sa mission. Pendant ce temps, les pneus de la voiture de Richard sont crevés. Il réquisitionne le véhicule d'un civil pour récupérer Anna au restaurant où elle travaille. À peine sont-ils partis que David arrive à son tour. Ne trouvant pas Anna,
Il laisse éclater sa frustration. Laisse tomber. Il abat Kristen d'une balle dans la poitrine et lance des grenades dans le restaurant, réduisant l'endroit en flammes. En voiture, Richard reçoit un appel urgent. Ils décident qu'ils doivent aller chercher Luke immédiatement. Il finit par révéler la vérité à Anna. David n'est pas un simple soldat. Il fait partie d'un programme expérimental ultra confidentiel, un projet de conditionnement destiné à fabriquer des soldats parfaits. David a mis le feu au centre où il était détenu, tuant tout le personnel. Les corps carbonisés retrouvés sur place avaient permis au monde de croire à sa mort. Au centre de loisirs de l'école, Luke purge sa retenue en aidant aux préparatifs du bal. Il s'apprête à répondre à un appel d'Anna, mais l'enseignante l'intercepte et confisque son téléphone. En route vers le centre, Anna et Richard croisent des voitures de police et des camions de pompiers roulant en sens inverse. Richard se crispe. Il finit par avouer que le restaurant de Kristen a été ravagé juste après leur départ. Une explosion. Anna sent son estomac se nouer. Elle murmure alors la question qui la terrorise le plus. « Et mes parents, où sont-ils » La réponse tombe, froide comme un couperet. Ils sont morts. Richard, désormais à bout de souffle, explique enfin toute l'ampleur du cauchemar. David n'est pas seulement un soldat conditionné. Son esprit a été remodelé pour protéger coûte que coûte le programme et sa propre identité. Une défaillance dans ce conditionnement le transforme en machine à tuer, programmé pour éliminer quiconque mettrait son secret en danger. Même s'il le voulait, il serait incapable de s'arrêter. Anna et Richard arrivent alors à l'école, où un bal d'Halloween bat son plein au milieu d'un décor de maison hantée. Derrière les rires et la musique, la menace se faufile déjà dans l'ombre. Ils parviennent à trouver Luke au moment exact où les lumières s'éteignent brutalement. Le signal. La voix de David envahit le bâtiment, non pas par des mots, mais par la musique du CD qu'Anna lui avait créé. Sa musique, son message. La chasse commence. Dans la pénombre ponctuée de flashs, David traverse les couloirs comme un spectre. Il tue d'abord la professeure de Luke, puis Richard, qu'il exécute froidement avec un cutter. Le chaos se déchaîne. Luke, paniqué, refuse de croire ce qu'affirme Anna. Il répète que David ne leur ferait jamais de mal. Il veut aller lui parler, comprendre ce qui se passe. Mais la vérité l'écrase lorsque sa sœur lui annonce d'une voix brisée « Il a tué maman et papa ». Quoi? Tu ne sors pas tant que tu n'entends pas moi ou la police. Le choc balaie les dernières illusions du garçon. Quand Anna parvient à le cacher, elle s'élance seule dans le labyrinthe de couloirs, déterminée à mettre fin à l'enfer que David a déclenché. Désormais démasqué, David expose son vrai visage. Il parcourt les salles, appelle Luke avec une douceur effrayante. « Sors de ta cachette, mon garçon! Je vais pas te faire de mal, voyons. » lui promettant qu'il ne lui fera pas de mal. Sa voix résonne dans les ténèbres. Luke retient son souffle, persuadé que sa dernière heure est arrivée. Mais un bruit détourne l'attention de David. Il suit une traînée de sang laissée par l'arme de Richard et découvre Anna. Elle se tient derrière lui, armée. Sa voix tremble, mais sa détermination est absolue. « Tu as tué mes parents. » Elle tire. David s'effondre. Anna croit avoir gagné. Elle baisse sa garde. C'est une erreur. Dans un sursaut glaçant, David la poignarde à la jambe. Elle tente de riposter, mais l'arme s'enraye. Des étincelles jaillissent, enflammant les décorations de la maison hantée. Les flammes montent. David se jette sur elle et enserre sa gorge, prêt à l'achever. C'est alors que Luke surgit de l'ombre. Dans un acte de courage désespéré, il plante dans le flanc de David le couteau que celui-ci lui avait offert. David relâche son étreint. Blessé, chancelant, il regarde Luke. Il murmure qu'il a bien agi. Puis, dans un dernier geste étrange, presque amical, il lève le pouce et s'écroule. Pas de regret. À l'extérieur, sous les gyrophares et les sirènes, Anna et Luke s'assoient près d'une ambulance. Ils sont couverts de sang, hagards, brisés, mais vivants. Le cauchemar s'est terminé dans les flammes. Au final, The Guest se révèle être bien plus qu'un simple thriller d'action. C'est une plongée dans l'ambiguïté humaine. Un cauchemar envoûtant où chaque sourire peut cacher une menace, où chaque geste bienveillant peut annoncer la catastrophe. À travers David, le film explore un personnage aussi fascinant que terrifiant. Un soldat façonné par un programme secret qui le dépasse et dont les conséquences se répercutent sur toutes les personnes qui l'approchent. Avec son atmosphère hypnotique, sa tension constante, son esthétique soignée et la performance magistrale de Dan Stevens, ce film parvient à maintenir le spectateur au bord du vide, incapable de deviner ce qui va surgir dans l'ombre suivante. C'est une œuvre qui mêle le mystère, l'action et l'horreur psychologique avec une précision rare, offrant un final aussi brutal qu'inoubliable. Si ce résumé t'a plu et que tu veux soutenir la chaîne,
pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu as pensé du film, like la vidéo si tu veux plus de résumés aussi intenses, et partage-la autour de toi pour faire découvrir cette histoire à d'autres passionnés. Et si l'envie te prend de continuer à plonger dans des récits tout aussi captivants, je t'ai préparé une playlist complète à la fin de cette vidéo. Tu peux y enchaîner les résumés et vivre d'autres histoires aussi profondes, aussi sombres et aussi palpitantes que celle-ci. Bonne séance, et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.